Pour faire face à l'agression rwandaise, les initiatives internes s'est multiplient alors que, sur demande du président, le Parlement a ouvert une session extraordinaire pour discuter entre autres des solutions à la guerre. De leur côté, les religieux catholiques et protestants consultent la classe politique pour présenter leur plan de sortie de crise. De plus amples détails sont à suivre dans ce journal. Concernant les annonces faites sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu de ville morte. Tout a fonctionné normalement dans la ville de Kinshasa. Une confirmation du commissaire provincial de la ville de Kinshasa. Plus de précisions, vous l'aurez également dans cette grande édition. À l'international, l'USAID voit son avenir remis en question suite à une zone d'incertitude qu'elle traverse. Le pourquoi, vous l'aurez dans ce journal. Bonsoir à vous et bienvenue dans cette livraison d'informations. Et comme je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, ouverture ce mardi au Parlement de travaux de la session extraordinaire sur demande du président Félix Tshisekedi. Cette session extraordinaire comporte 2 points à son ordre du jour, à savoir l'examen de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, suivi de la proposition de stratégie diplomatique et politique pour sortir de la crise, ainsi que la présentation de 2 juges de la Cour constitutionnelle. Elle se déroule dans un contexte de forte dégradation de la situation sécuritaire à l'est du pays. Faisons le point sur le déroulement de cette session au Sénat avec notre envoyé spécial Théo Ngandou, dont le commentaire a été rapporté par Rachel Misenga. Dans son mot d'entame de cette session extraordinaire, le président du Sénat a souligné que la situation qui prévaut dans le Kivu, caractérisée par l'invasion de l'armée rwandaise en RDC, commande à ce que le Parlement joue pleinement son rôle pour des solutions idoines. Jean-Michel Samalukonde a par ailleurs salué la mémoire des victimes tombées sous la barbarie du Rwanda et du M23. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, nous avons tous suivi l'appel à la mobilisation générale, la résilience et la résistance ainsi que l'unité lancée par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Cet appel lancé à la nation tout entière, particulièrement nos jeunes, s'adresse également au Parlement. À en croire Samalukonde, depuis son accession à l'indépendance, notre pays est la cible d'un complot international nourri par la convoitise des richesses inestimables qui regorgent notre sol et sous-sol. Les speakers des Sénats assurent de l'engagement de la Chambre haute dans la recherche de voies de sortie des crises. Il appelle ainsi les sénateurs à ne pas ménager leurs efforts afin de proposer des stratégies pour parvenir à la paix. Je vous engage, honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, à ne ménager aucun effort, chacun ceux qui le concernent, pour que nos travaux puissent réellement contribuer aux stratégies de sortie de crise. Nous tous, collectivement comme nation, et chacun de nous, de manière singulière, quelle que soit sa province ou son bord politique, est affecté dans son corps et dans son âme par cette situation sécuritaire aggravée et ses conséquences funestes. Pour se faire ces sujets, Samalukonde a annoncé la mise sur pied d'une commission mixte Assemblée nationale-Sénat pour réfléchir sur les stratégies diplomatiques et politiques des sorties des crises. Cette commission comprend les membres de commissions défense et de sécurité, relations extérieures et socioculturelles, ainsi que genre et famille. Elle fera rapport respectivement aux assemblées plénières. Les travaux se sont déroulés à huis clos, les matières débattues relevant de la sécurité et du pays. Parallèlement, face à l'intensification de la crise dans l'Est, le chef religieux catholique et protestants ont proposé une alternative pacifique pour la résolution du conflit. Un plan qu'ils ont d'abord présenté au chef de l'État, Félix Tshisekedi, puis au président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Ce mardi, c'était au tour de l'opposant Martin Fayulu, leader de la MONCA, de s'en imprégner avec les religieux. Gigi Nende pour le commentaire. Depuis l'attaque de la ville de Goma
par l'armée rwandaise, soutenue par les rebelles du M23, la République démocratique du Congo traverse une période de crise profonde. Face à cette situation, les leaders religieux catholiques et protestants ont pris l'initiative de proposer un projet de sortie de crise sans bain de sang, affirment-ils. Leur objectif, faciliter le dialogue et la réconciliation entre les acteurs politiques congolais et, à travers eux, l'ensemble des Congolais. Ce mardi 4 février, ils ont échangé avec l'opposant politique Martin Fayulu, leader de la coalition Lamuka. Selon leur dire, le projet de sortie de crise a été accueilli favorablement. Fayulu a exprimé son engagement envers toute initiative visant à résoudre la crise et à mettre fin à l'instabilité dans l'est du pays. Les entretiens se sont très bien passés, il a accueilli avec intérêt, il a fait des observations des fonds et des contributions. Et donc nous sommes sortis ici avec un consensus clair sur l'intérêt qu'il y a à construire la cohésion nationale. Le président de l'Assemblée nationale, qui les avait accueillis la veille, avait lui aussi partagé le même enthousiasme. Bien avant de rencontrer ces deux personnalités et bien d'autres qu'ils ont inscrites dans leur agenda, les responsables religieux ont rencontré le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Lors de cette rencontre, ils ont présenté leur projet visant à trouver des solutions durables pour la paix et la stabilité du pays. Ils ont exprimé leur volonté d'être un catalyseur pour une réconciliation nationale, soulignant que la situation actuelle requiert une réponse collective loin des intérêts partisans. Malgré l'accueil favorable de leurs propositions, des interrogations demeurent sur la suite du processus. Quelle sera la prochaine étape après ce rencontre? Les acteurs politiques, avec l'appui des religieux, pourront-ils se retrouver autour de la table pour un dialogue qui aboutira au partage du pouvoir, comme c'est souvent le cas à Kinshasa? Ou bien le projet de religieux ouvre-t-il la voie à une nouvelle dynamique de gouvernance fondée sur la recherche de solutions véritablement inclusives et durables? Le pays plongé dans une crise multidimensionnelle qui ne dit pas son nom espère que ce projet de sortie de crise aboutira à des actions concrètes en faveur de la paix et du développement de la RDC. Concernant la situation à Kinshasa, l'appel à une journée ville morte ce mardi, lancé au travers de tracts et sur les réseaux sociaux, n'a pas été suivi. Les banques et magasins étaient ouverts et les marchés ont continué leurs activités. Les commissaires provinciaux de la police de Kinshasa l'a confirmé après une ronde matinale dans la ville. La police a renforcé également la sécurité dans certains sites stratégiques et autour des ambassades. Rachel Misenga nous en dit plus. Dès la matinée de ce mardi 4 février, commerces, écoles, banques et entreprises ont ouvert leurs portes comme à l'accoutumée. Les élèves vêtus de leur uniforme bleu et blanc étaient visibles sur les principales artères de la capitale et les transports en commun circulaient normalement. Les Kinois ont bravé la peur et les rumeurs véhiculées sur les réseaux sociaux concernant une journée ville morte. Les commissaires divisionnaires adjoints de la police, Blaise Kilimbalimba, ayant effectué une ronde dans toute la ville pour s'assurer que la police remplissait son rôle pour garantir la sécurité de personnes et de leurs biens, n'a pu que féliciter le Kinois pour leur calme et leur civisme. Force est de constater que la situation est calme et sous contrôle des services de sécurité. Cela nous ramène à féliciter la population kinoise qui n'a pas cédé à des manipulations, qui n'a pas cédé aux intox. Une population mature. Il a profité de l'occasion pour les inviter à nouveau à continuer de vaquer à leur occupation comme par le passé. Et c'est ici l'occasion pour nous de lancer encore un appel vibrant à tous les Kinoises et Kinois de vaquer librement à leurs occupations et que la police est là pour leur sécurité. La ville de Kinshasa est calme, contrairement aux rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux. Les Kinois ont choisi de respecter les injonctions du gouvernement central et d'adopter une réponse coordonnée à tous les niveaux face à l'agression rwandaise. Les dispositifs de sécurité restent toutefois renforcés, notamment autour des sites diplomatiques, et le gouvernement provincial a rappelé l'interdiction de manifestations jusqu'à nouvel ordre.
La veille, Jacquemaine Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, avait déclaré qu'aucune manifestation ni journée ville morte n'était autorisée dans la ville de Kinshasa pour le moment, mettant en garde les récalcitrants. C'était lors du briefing co-animé avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Les deux personnalités avaient également réagi à la déclaration du président Kagame autour de la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Blaise Kuzola. Lors du briefing presse organisé ce lundi 3 février 2025 dont la soirée est co-animée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani et le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, le gouvernement congolais interdit toute manifestation et ville morte sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Jusqu'à nouvel ordre dans la ville de Kinshasa, il n'est pas encore permis à nos compatriotes d'organiser des manifestations publiques. Alors depuis lors et surtout la journée d'hier, nous constatons malheureusement la diffusion à travers les réseaux et les tracts dans la ville de Kinshasa appelant à des manifestations qui ne vont pas dans l'ordre. Des actions négatives de type ville morte ne sont d'aucune importance dans tout ce que recherche le peuple congolais, la nation congolaise, le gouvernement de la République pour défendre notre territoire. Réagissant à la dernière sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame, disant ne pas savoir si l'armée rwandaise se trouve en République démocratique du Congo, Patrick Mouyaya a parlé d'un problème psychologique. Qui peut croire à de telles allégations alors que tous les pays du monde au Conseil de sécurité l'ont dit, tous les médias du monde l'ont vu. Comment peut-il, lui, être les seuls à ne pas le savoir? Ne pensez-vous pas qu'il y a un problème psychologique quelque part? Je m'interroge, je ne suis pas spécialiste en psychologie, mais je crois que quelque part... En psychiatrie. En psychiatrie, merci, monsieur le vice-premier ministre, mais je crois que quelque part, il y a un problème. Mais je vous ai dit récemment qu'il y avait un front spirituel et que les sangs de Congolais qui coulent crient vengeance. Signalons que le combat se poursuit entre les FARDC et l'armée rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Toujours à propos de l'agression rwandaise, les urgences sanitaires causées par l'aggravation de la situation sécuritaire dans le nord et le sud Kivu nécessitent une enveloppe de 94 millions de dollars américains pour les 3 mois à venir. Ce qui a été souligné lors de la réunion stratégique de coordination tenue ce lundi 3 février 2025 en présence du ministre de la Santé, le Dr Samuel Roger Kamba, avec les partenaires nationaux et internationaux sur l'épidémie de Mpox. Patience Lokeke pour plus de détails. La RDC a besoin de 94 millions de dollars américains dans les 3 mois à venir pour répondre aux urgences sanitaires provoquées par l'aggravation de la situation sécuritaire dans le nord et le sud Kivu avec l'attaque de Goma qui a fait plusieurs morts, déplacés et blessés. C'est ce qui ressort de la réunion hebdomadaire stratégique tenue chaque lundi autour du ministre de la Santé, le Dr Samuel Roger Kamba, avec les partenaires nationaux et internationaux sur l'épidémie d'Mpox. Un plan qui a été, un draft de plan qui a été présenté déjà au niveau de la réunion aujourd'hui qui se décline autour de 6 axes stratégiques et qui devra prendre en compte la surveillance, la prise en charge des cas, la prévention contre les infections, les appuis nutritionnels, la sensibilisation, et qui se chiffre pratiquement autour de 94 millions pour les 3 mois à venir. Concernant la situation d'Mpox en RDC, il a été établi qu'elle reste stationnaire. La tendance est stationnaire sur la 4e semaine, mais on note quand même que la complétude des données a été faible parce qu'au niveau de la plupart des provinces, on a eu des difficultés à remonter, à collecter les données. Et les données ont eu du mal à être transmises pour
déjà avec la situation de guerre à l'Est qui a impacté en termes de couverture de réseau Internet, qui a été beaucoup perturbé. La RDC compte à l'heure actuelle 573 699 cas suspects, dont 1427 décès, avec une létalité de 1,94%. On note également un cumul de 481 cas, soit 47%, ainsi qu'un cumul de 216 767 759 cas vaccinés. Le moins de 15 ans sont le plus touchés dans les zones endémiques et épidémiques, sauf pour Kinshasa, ville dans laquelle 27% des cas positifs ont été rapportés. La SADC et la communauté d'Afrique de l'Est se rencontreront dans un sommet conjoint consacré à la situation en République démocratique du Congo vendredi prochain. Selon un communiqué de la présidence kenyane, la rencontre aura lieu en Tanzanie et la présidente tanzanienne Samia Suluhu a affirmé que le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame ont confirmé leur participation à cette réunion. Je vous prie de suivre ce commentaire de Patrick Ilunga. Pour les deux blocs régionaux, il sera d'abord question d'harmoniser les vues sur comment il faut s'attaquer à la crise en RDC. Si la SADC encourage une résolution du conflit en s'engageant plus dans le processus de Luanda, la communauté d'Afrique de l'Est pousse quant à elle le gouvernement de la RDC à un dialogue direct avec les rebelles. Une ligne rouge selon Kinshasa qui jure de ne jamais parler aux rebelles qui ne sont qu'un arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire des marionnettes derrière le vrai acteur de la crise qu'est le Rwanda. Kigali est donc le protagoniste avec lequel les autorités congolaises entendent engager des pourparlers de paix dans la sincérité. Selon le communiqué de la présidence kenyane, préside la communauté d'Afrique de l'Est, la Tanzanie accueillera le sommet. La présidente Samia Suluhu a confirmé la présence à ses assises du président Félix Tshisekedi et de son homologue rwandais Paul Kagame. Les autorités de la RDC n'ont pour l'heure ni confirmé ni rejeté l'affirmation de la présidente tanzanienne. Fin janvier, le président Félix Tshisekedi n'avait pas pris part à une réunion en vidéoconférence avec ses homologues de la communauté d'Afrique de l'Est. Son équipe de communication avait évoqué des raisons d'agenda. Le chef de l'État n'avait pas non plus pris part physiquement au sommet de la SADC tenu au Zimbabwe vendredi dernier. Il a néanmoins participé à la rencontre avec ses homologues de la SADC par vidéoconférence. C'était quelques jours seulement après l'entrée dans la ville de Goma des rebelles du M23. Aujourd'hui encore, le péril sécuritaire n'a pas disparu. Et pour approfondir ces sujets, nous accueillons Patrick Ilunga, qui est journaliste à Géopolis Télévision. Bonsoir Patrick. Bonsoir Maryse, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, la communauté d'Afrique de l'Est et la SADC vont finalement tenir un sommet. Mais pourquoi vous estimez, à travers votre commentaire, on venait de le suivre il n'y a pas longtemps, vous estimez que, à travers votre commentaire, comme je venais de le dire, qu'il y a de divergences en vue. Des divergences, mais dans quoi exactement ? Merci Maryse pour cette question, mais je pense que ceux qui suivent cette question savent que la SADC et la communauté d'Afrique de l'Est n'ont pas forcément la même approche pour trouver la paix, pour parvenir à la paix en RDC. Oui. D'abord, il faut rappeler qu'au début des hostilités entre le M23 et les FARDC, le M23 avec l'appui de l'armée rwandaise, il y a le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, s'était appuyé en premier lieu sur la communauté d'Afrique de l'Est, dont les troupes avaient été déployées en RDC, mais ces troupes avait été renvoyé, je crois, une année après, oui. Parce que les leaders congolais avaient estimé que ces troupes étaient un petit peu complaisantes vis-à-vis des rebelles. Le président de la République s'est ensuite tourné vers la communauté, on va dire, d'Afrique australe, la SADC, dont les contingents sont déployés en RDC actuellement. Du côté des leaders de la communauté d'Afrique de l'Est, ils le disent clairement, ils disent que le conflit est essentiellement dans la région d'Afrique de l'Est, parce qu'il faut considérer que le Rwanda, c'est essentiellement à l'Est, oui. L'Ouganda, c'est essentiellement à l'Est, et la région touchée particulièrement, c'est la région du Congo, mais de l'Est. Oui. Mais ils oublient très vite aussi que la RDC appartient autant à la SADC
qu'à la communauté d'Afrique de l'Est. D'ailleurs, il y en a qui disent que la SADC, ce sont les partenaires naturels de la RDC. Alors, autre divergence, c'est la plus grande divergence à mon avis, c'est le fait que du côté de la SADC, on condamne les attaques des rebelles, on condamne l'appui de l'armée rwandaise aux rebelles et on demande même aux soldats rwandais de se retirer de la RDC, ce qui est totalement le contraire du côté de la communauté d'Afrique de l'Est, où on ne condamne pas le Rwanda, on demande, on ne reconnaît même pas que le Rwanda est sur, les soldats rwandais sont sur les terres congolaises, et on demande, on pousse la RDC à ouvrir un dialogue direct avec les rebelles, c'est que Kinshasa rejette, disant que c'est une ligne rouge pour nous. C'est une ligne rouge pour nous. Le front diplomatique s'est activé de manière intensive, mais peut-on espérer une issue à la guerre en République démocratique du Congo? Disons que la RDC dit vouloir la paix. Oui. Alors il y a quelques mois, le président disait « je veux la paix, mais je ne veux pas d'une paix quémandée ». Parce qu'une paix, une paix factice peut vous être donnée de la main gauche, puis elle vous est ravie de la main droite. Donc maintenant, est-ce que le fait de dire ça veut dire que l'option militaire est encore sur la table? Oui, l'option militaire est encore sur la table. Je crois que vous avez suivi les débats aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale et au Sénat, où la session extraordinaire a été appelée, a été convoquée à l'initiative du président de la République. Le but recherché est de faire des propositions pour la sortie de la crise via des canaux diplomatiques et politiques. Et le président de l'Assemblée nationale l'a dit clairement que le président de la République, Félix Tshisekedi, veut préserver des vies humaines. Et donc, est-ce que sur le plan des opérations, les choses ont bougé? Oui, les choses ont bougé parce qu'il y a une sorte d'accalmie. Les rebelles ont même annoncé de manière unilatérale un cessez-le-feu, mais par définition, un cessez-le-feu veut dire, ou bien sous-entend, un accord entre deux parties qui se battent, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc, ils ne sont pas à l'abri d'une attaque des FARDC, par exemple. Et pourquoi certains acteurs politiques sont sceptiques quant à parvenir à une paix durable à l'issue de pourparlers? Parce que d'expérience, ils estiment que la paix, comme je venais de dire, qui vous est donnée un peu par pitié, peut vous être retirée par caprice, comme on dit. Mais on peut remonter à presque 30 ans. On a vu l'AFDL est arrivé. L'AFDL est arrivé jusqu'au pouvoir. Mais lorsque les alliés se sont brouillés, on a vu que de l'AFDL est né le RCD. Bien, de cette bruit-là est né le RCD. Le RCD a négocié avec d'autres partis à travers le dialogue intercongolais. Mais on a vu quelques années plus tard, quelques temps plus tard, que le CNDP est né du RCD. Et lorsque le CNDP a été démantelé, on a vu que le M23 est né. Donc on n'est pas à l'abri d'une autre naissance, on va dire, d'un autre monstre qui peut naître d'une négociation avec le M23, si jamais il y a négociation, parce que pour l'instant, les autorités congolaises refusent catégoriquement. Mais on est dans une sorte de cercle vicieux, un cycle sans fin qui demande peut-être plus qu'un dialogue pour parvenir à une vraie paix. Pour parvenir à une vraie paix, c'est notre prière. Donc merci beaucoup à Patrick Ulunga pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Changeons de registre pour parler infrastructure dans la ville de Kananga, en province du Kasaï central, plus précisément dans le quartier Plateau. Le travaux pose d'enrobé sur l'avenue du collège. Un projet d'envergure confié au BCECO via l'entreprise Safrimex ont abouti à une transformation majeure. Ce projet s'inscrit dans une initiative plus vaste visant la réhabilitation et la modernisation de 42 km de voirie urbaine à Kananga, actuellement en cours d'exécution par Safrimex. Suivez ce reportage de Francine Moukeba. Dans les quartiers Plateau,
À Kananga, en province du Kasaï central, l'avenue du collège a subi une transformation majeure dans le but d'offrir un cadre de vie plus agréable à ses habitants. Le gouvernement central a confié au BCECO, via l'entreprise Safrimex, la responsabilité de l'exécution de ces travaux. Les efforts déployés sur cette avenue témoignent d'une grande ambitieuse transformation urbaine visant à améliorer la qualité des infrastructures routières, facilitant ainsi une circulation fluide et sécurisée. Ces projets suscitent une grande satisfaction auprès de la population du Kasaï central. On ne pensait pas que ça pouvait être de la sorte, parce qu'auparavant c'était de la boue, lorsque la pluie tombait et que les gens ne pouvaient pas bien se promener, même les motos, les voitures, c'était un peu compliqué. Mais pour ce moment, ce qui était comme non-réalité était devenu. Cette route auparavant c'était juste une avenue, c'était impraticable. Ça veut dire que l'avenue était dégradée. Il y avait des fossés par-ci par-là. Et les motards ou les gens passaient avec des difficultés. Mais actuellement, nos frères ou l'entreprise de Safrimex a quand même réhabilité. Maintenant, l'avenir est quand même praticable et c'est dans un bon état. Voilà, notre hommage au président de la République, parce que c'est grâce à lui, comme les chefs de l'État, à travers le gouvernement central, et qui ne puisse pas cesser encore de financer de tels projets pour rendre la ville, ou soit pour améliorer la morphologie de la ville. Ces projets s'inscrivent dans une initiative plus large de réhabilitation et de modernisation des 42 km de voirie urbaine à Kananga, actuellement en cours d'exécution par Safrimex. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Madame, Monsieur, faisons place à la page internationale. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, à l'international, l'aide au développement traverse une zone d'incertitude, notamment avec la situation actuelle de l'USAID, cruciale pour le programme d'assistance dont le monde entier, l'USAID, voit son avenir remis en question, un enjeu de taille, notamment pour l'Afrique. Suivez ce commentaire. Washington envisage de fermer l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID en sigle, si l'on en croit une déclaration datant du lundi 3 février d'Elon Musk chargé de l'efficacité gouvernementale dans l'administration Trump. Cette annonce intervient dans un contexte de réorganisation de l'aide extérieure américaine amorcée par un décret signé le 25 janvier 2025, gelant l'aide étrangère pendant 90 jours, à l'exception d'Israël, de l'Égypte et de l'aide alimentaire d'urgence. Si Elon Musk ne donne pas suffisamment de détails pour comprendre comment cette potentielle fermeture allait se faire, à part rappeler qu'elle bénéficierait de l'aval du nouveau président américain Donald Trump, cette déclaration coïncide avec une annonce majeure. Le secrétaire d'État Marco Rubio a indiqué lundi qu'il prenait la direction par intérim de l'USAID afin de mettre fin à des insubordinations internes qui rendraient impossible l'examen de l'agence prévue par l'administration. Selon lui, l'USAID agirait comme entité non gouvernementale indépendante et serait dans de nombreux cas impliqué dans de programmes qui vont à l'encontre de ce qu'ils essayent de faire avec leur stratégie nationale. Cette annonce suscite des vives inquiétudes, notamment en Afrique, où l'USAID joue un rôle crucial dans le financement de programmes vitaux sur le continent, notamment dans des secteurs essentiels comme la santé, la sécurité alimentaire, l'éducation et la gouvernance. L'importance de ces rôles en Afrique peut se mesurer à travers les annonces faites dans le mois précédent l'élection de Trump. Il est encore trop tôt pour affirmer que cette fermeture envisagée de l'USAID ira jusqu'au bout. Il faudra suivre de près les développements de prochaines semaines. Cependant, même si la décision finale n'est pas encore prise, les conséquences potentielles pour l'Afrique sont déjà considérables.
Enfin, un sujet économique concernant le Maroc. Le royaume chérifien est le premier fournisseur de tomates de l'Union européenne en provenance de pays tiers ou non européens. Cependant, depuis quelques années, il fait face à une concurrence féroce de la part d'autres acteurs de l'industrie en Europe, notamment de l'Espagne. Je vous prie de suivre cet élément. Le 20 janvier dernier, la coordination des organisations d'agriculteurs et d'élévateurs espagnols a indiqué qu'elle irait devant la Cour de compte de l'Union européenne pour attaquer les importateurs de la tomate marocaine pour fraude fiscale. D'après la COAG, près de 230 000 tonnes de tomates supplémentaires marocaines auraient été introduites chaque année sur le marché européen entre 2019 et 2024. Ceci en violation de la limite maximale de 285 000 tonnes instaurée par l'accord UE-Maroc de 2012 sur les mesures de libération réciproque en matière de produits agricoles et des produits de la pêche. Dans la mesure où la dite entente commerciale entre les deux partenaires commerciaux prévoit l'application de taxes au-delà du dit contingent, les groupements espagnols soulignent que l'Espagne aurait dû obtenir 71,7 millions d'euros en droits de la part des importateurs de tomates marocaines. Avec des avantages concurrentiels comme la main-d'œuvre à faible coût, un régime douanier favorable à un ensoleillement plus élevé, la filière marocaine s'est imposée sur ces 10 dernières années comme le principal fournisseur du fruit de l'Union européenne, surclassant l'Espagne et son modèle de tomates sous serre dans la région d'Almira. En 2023, la Fédération espagnole des associations d'exportateurs de fruits, légumes, fleurs et plantes vivantes a ainsi demandé à la Commission européenne une aide extraordinaire pouvant aller jusqu'à 10% de la valeur de la production de tomates commercialisées pour compenser les préjudices causés par les laxismes dans l'application de clauses coopération et de sauvegarde de l'accord de l'association des l'UE avec le Maroc. Mais cette action n'a pas enrayé la conquête marocaine. Durant la campagne 2022-2023, la filière phare de l'horticulture dans le royaume chérifien a exporté un accord de 539 307 tonnes de tomates vers l'Union européenne. Ces volumes est en hausse d'environ 42,5% par rapport à la campagne précédente à la même période et signe le meilleur démarrage sur le marché de l'Union européenne pour la filière depuis 14 ans. En attendant le chiffre de décembre, certains analystes anticipent déjà un nouveau record sur la tomate marocaine d'ici septembre prochain. Une perspective a même provoqué des sueurs de froid du côté espagnol. Et pour compléter l'actualité, place à présent à la revue de presse avec une sélection et les commentaires de Dans mon matin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous commençons cette revue avec la prospérité qui titre en une des mesures sécuritaires fortes contre l'insécurité, le gouvernement souminois déterminé à faire barrage aux partisans du chaos. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani, a lancé le lundi 3 février un appel à la mobilisation nationale pour contrer l'agression du Rwanda et de ses supplétifs du M23 qui occupent la ville de Goma au Nord Kivu. Il a insisté sur la nécessité de la résilience et de l'unité pour défendre la souveraineté du pays. Accompagné de Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication, Chabani a détaillé la stratégie du gouvernement pour maintenir l'ordre public en cette période de crise. En ce qui concerne la sécurité à Kinshasa, il a assuré que des mesures sont prises pour garantir la tranquillité de la population et de missions diplomatiques présentes dans la capitale. De son côté, Info 27 rapporte qu'en pleine crise sécuritaire à l'Est, le président Félix Tshisekedi a reçu le même jour une délégation conjointe de la Senko et de l'Église du Christ au Congo, conduite par le cardinal Fridolin Ambongo. L'objectif de cette rencontre était de renforcer la cohésion nationale et d'initier un consensus pour surmonter la crise. Les chefs religieux ont exprimé leur solidarité envers les populations de Goma, Bukavu, Beni et Butembo, soulignant la gravité de la situation. Le président Tshisekedi a salué cette initiative de paix et d'unité nationale. En parallèle,
Le journal rapporte un message de solidarité adressé aux populations de l'Est par la Senko. Les prélats catholiques ont exprimé leur tristesse face à la dégradation de la situation sécuritaire, notamment après la prise de Goma par la coalition rebelle AFC M23, soutenue par le Rwanda. Ils ont souligné l'intensification des combats, les pertes en vies humaines et les déplacements massifs des populations qui aggravent la situation dans les provinces du Nord et Sud Kivu. D'un autre côté, la Référence Plus cite le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a renouvelé depuis Pretoria les soutiens de l'Afrique du Sud au peuple congolais. Il a affirmé que son pays continue d'apporter son aide à la RDC à travers la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SAMI-DRC, et la MONUSCO. Il a également rappelé la tragédie de la perte de 14 soldats sud-africains tués dans l'est de la RDC, soulignant les violations des droits de l'homme et l'ampleur des souffrances causées par le conflit. Ramaphosa a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir la paix et la stabilité en Afrique. À Kinshasa, Forum des As annonce que les deux chambres du Parlement se réuniront en session extraordinaire ce mardi. Les députés et sénateurs examineront la situation sécuritaire à l'Est et proposeront un plan politique et diplomatique pour sortir de la crise. Un autre point important à l'ordre du jour sera la prestation des serments des nouveaux juges de la Cour constitutionnelle nommés par le président de la République. Enfin, Ouragan évoque la question de l'effort de guerre en suggérant d'arrêter immédiatement les travaux du projet Arena Kinshasa pour réorienter les fonds vers l'armée. Cela permettra à l'État d'économiser 150 millions de dollars américains. De plus, le journal propose la rationalisation du budget 2025 avec le gel des projets inutiles comme la construction d'immeubles permettant une économie de 240 millions de dollars. Ainsi se termine cette revue de presse. Merci de votre attention. C'est avec la revue de presse que nous bouclons ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titres. Pour faire face à l'agression rwandaise, les initiatives internes se multiplient, alors que sur demande du président, le Parlement a ouvert une session extraordinaire pour discuter entre autres des solutions à la guerre. De leur côté, le religieux catholique et protestant consultent la classe politique pour présenter leur plan de sortie de crise. Concernant les annonces faites sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu de ville morte, tout a fonctionné normalement dans la ville-province de Kinshasa. Une confirmation du commissaire provincial de la police de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. À l'international, l'USAID voit son avenir mis en question suite à une zone d'incertitude qu'elle traverse et un enjeu de taille notamment pour l'Afrique. Ce journal est complètement fini. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Portez-vous bien.